Donc brièvement, je vais en profiter pour qu'on se présente. Donc on a créé plutôt d'une idée complètement théorique avec Édouard Duvernay et moi-même, Alexandre. Une idée en fait fondée à la base sur l'image de la robotique, parce qu'on est des gens d'image, on est des gens de... on vient de... moi je suis dans la mode, j'ai commencé chez Versace pour des marques, voilà, comme ça, et je reste dans la mode et dans l'industrie de l'hôtellerie et la restauration à Paris, de luxe. Voilà, donc quelque chose qui n'a rien à voir entre guillemets avec la restauration, avec la robotique. Édouard, par contre, a un parcours beaucoup plus dans la partie design image, et il a travaillé pendant 2 ans avec InRobot, et il a travaillé Alderaban, oui c'est le salon, avec Alderaban, et il a justement sur ce travail d'image et de perception de ce produit de Nao. Donc voilà, et en fait et aujourd'hui, on va vous parler selon nous. Après, on essaie d'être assez plutôt critique, mais critique qui veut dire après essayer de trouver des solutions aussi sur comment on perçoit, selon nous, l'image de la robotique actuellement, l'image de la science aussi peut-être en général, parce que il y a aussi des problématiques à se poser. Et voilà. Donc, image et technologie, voilà, on va vous présenter, on va parler un peu de ça. En fait, on a eu... monsieur, excusez-moi, si vous avez un micro, ce serait peut-être mieux, en fait. Pour celui-là. Donc, voilà, quand la technologie communique et se nourrit de ses propres stéréotypes, on a eu pas un flash, mais il y a pas mal d'éléments qui sont passés il n'y a pas longtemps et qui ont attiré notre attention. En particulier, voilà, cette petite headline qu'il y a eu dans le Daily Mail aux États-Unis, à Londres, pardon, et en fait qui dit que ce jeune technicien, pendant l'atterrissage de Curiosity, a, entre guillemets, caché, a volé la vedette à cet événement assez extraordinaire. Et au-delà de ça, en plus, il y a pas mal d'articles qui sont sortis dernièrement et qui parlent aussi du côté de la technique, la science. Est-ce que la science est incomprise, et est-ce qu'elle est en fait elle est plus en adéquation avec le public? Et à l'inverse aussi, les scientifiques peut-être ont des difficultés à comprendre quels sont les besoins, quelles sont les envies du public. Et voilà, donc après ça, on peut voir des événements qui sont passés aussi récemment. Donc on peut parler de BP, on peut parler de Fukushima, on peut parler d'événements liés au STRAS, on peut parler au réchauffement climatique, on peut parler à pas mal d'événements qui ont créé un décalage entre le public et les scientifiques. Donc aussi, on fait une petite parallèle aussi avec l'industrie, parce que on a vu des grandes industries pas longtemps dépérir ou s'effondrer. Là, on a mis des exemples assez forts. Aussi l'exemple de BlackBerry qui est pour nous c'est symbolique, c'est-à-dire qu'on a un produit final qui au fond qui s'est sclérosé, qui est resté identitaire pour seulement une petite tranche de la population, mais est-ce qu'ils n'ont pas perdu l'appel du public? Donc d'un côté la scientifique avec le public, et d'un côté l'industrie avec le client final. Ça montre bien l'importance de l'image et de la communication, y compris dans des milieux qui peuvent être parfois un peu qui peuvent un peu garder leur distance avec l'image et pas la considérer comme il le faut. C'est le cas de la robotique. Alors là, c'est un aspect très particulier, hein. On a vraiment mais c'est le problème de la robotique, par exemple, c'est que cet aspect-là très très négatif, c'est un aspect qui est quand même très présent dans l'esprit de beaucoup de gens, et qu'on a du mal à s'en défaire. Alors, la robotique est bien entendu capable de très bien communiquer, c'est-à-dire de mettre en place des outils qu'il faut. Le problème, c'est qu'elle reste trop complexe. C'est-à-dire que là, on a 2 exemples de projets, de problèmes d'objets. L'objet est trop complexe à gauche, c'est un amas de fils et ça rassure pas les gens. Et d'un autre côté,
ça rassure énormément les gens, ça attire les enfants, mais voilà, c'est trop jouet. Il y a pas assez ça fait pas sérieux. Il y a un problème du traitement de la matière, du matériau. Il y a un problème de couleur. Le HRP4, il fait penser à des figurines de manga. Enfin voilà quoi. C'est le problème de la robotique quand elle communique bien. Et là, c'est des exemples de la robotique qui communiquent très mal. Le problème, c'est que c'est des images comme ça qu'on a le plus souvent. On vous a mis en haut à droite l'affiche de l'exposition qui est à Paris en ce moment, au musée des Arts et Métiers. Et même pour une expo dans un musée pareil, le traitement graphique est absolument dégueulasse et ça met absolument pas en valeur le rêve de la robotique, parce que c'est ça qui est dans l'esprit de tous les gens, et c'est ce qu'on va développer ensuite. Voilà, on essaie d'identifier quand même, encore une fois, selon nous, les problèmes. Enfin, donc il y a un problème de fond dans un premier temps. Donc le produit lui-même véhicule une mauvaise image, donc soit qui fait peur, soit qui est trop jouet, etc. Et un problème de forme. Si les moyens de communication au service du produit sont inadaptés, parce que bon, on a quand même des produits fantastiques avec des technologies avancées qui sont merveilleux, mais au fond qui n'ont pas le traitement qu'ils devraient avoir. Donc on essaie d'identifier quatre raisons dans un premier temps. Donc il y a un manque de moyens parce que ça prend du temps. Enfin ça coûte cher d'avoir un studio de design, des gens qui sont spécialisés à faire ça, qui passent leur temps à travailler dessus. Et puis les boîtes de robotique font avant tout des robots, donc c'est normal qu'elles se concentrent avant tout sur le fait que le produit marche bien en fait. Voilà, donc c'est un autre métier, c'est un métier à part. On a une part des techniciens et des techniciens qui font très bien leur travail, mais en face on doit avoir des designers, des stylistes, des gens d'image, de création, de communication, parce que c'est un vrai métier, comme on peut nous l'apprendre le métier de l'automobile qui est vraiment très avancé là-dedans et d'autres. Après aussi, on a donc le manque de temps et peut-être aussi que l'image est sous-estimée. Peut-être aussi que l'image on pense que ça fait d'avoir une trop belle image. On pense que c'est juste. C'est le problème du décalage entre les milieux artistiques, par exemple, desquels je viens, et les milieux scientifiques. Il y a un espèce de fossé qui est là, et quand ça se rassemble. Enfin, ça a du mal à se mélanger, à se mixer, donc il y a énormément d'efforts aussi il y a une crainte, je pense, une certaine crainte d'un côté, parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc peut-être, après, on revient à ce côté. Bref, on va passer du coup très vite sur les archétypes, parce que ça c'est... Enfin, les deux intervenants précédents l'ont très bien fait. En gros, on va essayer... Voilà, enfin, cette image qui colle à la robotique, ce rêve, en fait, ou plutôt cauchemar, est dû aussi à une culture SF qui est quand même globalement assez sombre. Alors, juste pour expliquer l'importance de la science-fiction pour l'importance de l'imaginaire, de la création à travers la science-fiction pour des roboticiens, des scientifiques. La science en construction, donc celle qui sera dans le futur, se nourrit de fiction qui elle-même se nourrit de la science qui est déjà acquise, qui est déjà là. C'est le principe même de la science-fiction. Donc là, c'était vraiment pour montrer qu'il y a qu'elles se nourrissent mutuellement en fait. Voilà. Les raisons en fait, le rôle quel est pareil selon nous le rôle de la science-fiction. Ouais, il y a deux rôles principaux, c'est instruire, émerveiller, inspirer, à la fois le public. Il ne faut pas oublier que le public, c'est souvent grâce aux images produites par l'ASF et notamment par le cinéma que le public va construire ses propres représentations mentales de la science. Et le problème, c'est que quand ces images sont fausses ou très très cauchemardesques, ça pose un problème indirectement à la science elle-même, quoi, qui n'est pas du tout mise en valeur. Et ça inspire aussi les scientifiques parce que ça peut être un véritable outil de recherche. Ça peut pousser des théories dans les retranchements. Einstein le faisait un peu.
mais on n'a pas le temps de développer. Le deuxième, c'est analyser bien sûr le présent, questionner, alerter aussi. Donc c'est un outil de réflexion et un outil de prévention. Ça nous permet aussi de mettre en place certaines règles éthiques. Bon là, on ne va pas revenir dessus, mais c'est toutes les mythologies, fondatrice et qui part depuis le début des temps. Donc là, il y avait cette citation d'Hérodote. Regarde les maisons les plus hautes et les arbres aussi, sur eux descend la foudre, car le ciel rabaisse toujours ce qui dépasse la mesure. C'est la position du créateur qui est toujours maudite, le châtiment divin, blablabla. Voilà. Bon, ça aide pas malheureusement dans nos cultures, et ça aide pas au niveau de la science-fiction, qui s'assombrit en fait de plus en plus. Et c'est assez intéressant de voir à quel point elle s'assombrit en fonction de l'avancée aussi et de la place que prend la technologie dans nos vies, dans nos quotidiens. On va passer assez vite là-dessus. Voilà, on arrive à une espèce de sentiment d'apocalypse, une défaite de la civilisation qui est quand même très très présente dans les productions actuelles, que ce soit dans les films de super-héros qui sont de plus en plus sombres, ou les catastrophes, l'apocalypse ultime, la fin du monde avec la planète qui perd pied. Alors, il y a une petite lueur d'espoir, c'est assez intéressant de voir... d'observer ça. C'est deux courants qui sont proches de la science-fiction, mais qui ne sont pas de la science-fiction. C'est le steampunk, donc c'est le recyclage d'archétypes de la révolution industrielle, en gros de tout ce qui est pré-informatique, pré-numérique. Voilà, donc un retour vers le passé, et la fantasy qui est aussi un retour vers le passé puisque ça développe un univers médiéval, et puis surtout un retour à la nature, c'est assez intéressant, et la magie est le substitut de la technologie, c'est-à-dire que c'est une magie naturelle, c'est une technologie naturelle, ça remplace tous les Ce qui est paradoxal, c'est en plus été développé aussi beaucoup grâce à l'informatique, World of Warcraft, Skyrim, etc., tout ce genre de support. Voilà. Le deuxième archétype qui est pas forcément, qui sert pas forcément le rêve, c'est justement l'anthropocentrisme. Alors on a utilisé la même image. On ne va pas revenir sur le professeur donc, qui est l'exemple le plus extrême. On ne va pas revenir non plus sur le fait que ce soit une obsession lointaine. Vous parliez tout à l'heure du 18e. Il y a Léonard de Vinci aussi qui avait créé une espèce d'exosquelette. Mais voilà, enfin, la figure humaine a toujours c'est une espèce de fascination narcissique finalement. Elle a toujours été là, toujours présente depuis le début. Donc oui, alors peut-être aussi réfléchir pourquoi on a construit les humanoïdes. Donc bien sûr, on a pu en parler avant. Donc des machines parfaitement adaptées à l'environnement humain, c'est vrai. Comment tourner une valve, comment monter des marches d'escalier. DARPA d'ailleurs en ce moment font un projet là-dessus assez poussé, enfin un concours d'ailleurs qui va favoriser ce développement de machines anthropomorphiques. Favoriser l'interactivité, besoin d'un visage, on a toujours besoin aussi d'un... c'est l'humain, on est programmé pour reconnaître des informations, enfin des patterns, des motifs à visage plutôt humain, et aussi peut-être aussi faire avancer la recherche, voilà, en s'attaquant sur des créatures complexes de l'humain. Faire marcher un robot humanoïde, c'est aussi bien contrôler le cerveau que les muscles. Donc, et reproduit de matière électronique, c'est une complexité qui est tout autre. Mais bon. Là, c'était les trois arguments vraiment qu'on retrouve le plus souvent pour justifier la création d'humanoïdes. Le problème, c'est que on voit qu'il y a des limites et que c'est pas du tout clair. Il y a un problème de perception, il y a un problème de frontière entre ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. La situation est très floue. Uncanny Valley, on l'a passé très rapidement
mais aussi pareil, c'est un Uncanny Valley. Est-ce que ça s'adapte encore maintenant à chaque profil? Parce que pour l'instant, tout le monde c'est comme un acquis, mais est-ce que, enfin, on peut en débattre pendant très longtemps. En gros, le problème, c'est que la machine, le mot machine se rapporte à un outil. Voilà. Et le gros problème, c'est que dès qu'on passe vers un humanoïde, donc Android pour sa forme masculine, Ginoid pour sa forme féminine, on passe à un humain-outil. Du coup, un esclave. Et du coup, quoi qu'on dise, ça crée un problème éthique et politique aussi, social. Vous parliez des problèmes des boulots, tout à l'heure. Voilà, donc, et finalement, le robot apparaît comme un concurrent humain. Alors, la situation est également assez complexe à cause des rêves et des cauchemars qui nous ont nourris. Encore une fois, c'est à cause de la science-fiction. Donc, dès les premières heures, dès Čapek, dès sa création, en fait, dès la création de la figure du robot, il est associé à un humanoïde. Et dès ses premières heures, c'est un esclave rebelle, donc l'androïde, dangereux, menaçant, voilà. Si à l'inverse, quand ils sont pas forcément mal intentionnés, ils représentent quand même une menace indirecte, puisque c'est des super androïdes. C'est-à-dire que ça va être des super humains, sans défaut, des équivalents physiques, psychiques, qui n'auront plus aucun défaut. Donc il y a plus l'humanité est dépassée, et l'homme est rabaissé, ridiculisé. Enfin, il y a plus de la condition humaine en fait en prend dans les deux cas un sacré coup. Il y a la figure du méca qui est assez intéressante puisque c'est une espèce d'ultime robot super géant qui va sauver le monde là, qui est en train de se repopulariser avec les créations cinématographiques du moment, Transformers, etc. Et c'est assez intéressant justement face à ce qu'on disait tout à l'heure, à la science-fiction et au lien à la société aux angoisses sociales qui sont de plus en plus dirigées vers l'apocalypse. Alors bon, voilà, donc on a mis le doigt sur pas mal de problèmes, sur pas mal de flou. Maintenant, on va quand même vous apporter quelques solutions. On essaye de réfléchir. Après, c'est quelques pistes de réflexion, 20 minutes, ça prendrait, je pense, des heures. Et puis beaucoup de monde, de mettre beaucoup de gens en place pour réfléchir, discuter. Et peut-être, voilà, on pourrait avoir des théories pour une approche un petit peu différente. Voilà. En gros, là, on va vous montrer une série de vidéos, ça va aller un peu vite. En gros, on va vous donner des éléments de réponse pour se démarquer de ces archétypes-là, c'est-à-dire se démarquer de cette culture SF sombre et de se démarquer de l'anthropocentrisme aussi, de la figure humanoïde. Cette démarcation de la figure humanoïde passe par le biomimétisme, apprendre à regarder la nature. Ça a déjà fait ses preuves en robotique, puisqu'il y a eu l'intelligence en essaim. C'est la notion d'intelligence collective qui a été baptisée comme ça. Elle a été découverte à partir de l'observation de certaines colonies d'insectes. Et en gros, bon, le biomimétisme, c'est assez intéressant et c'est surtout très très utile. C'est apprendre à regarder la nature telle qu'elle est. Donc, il y a 86% de la biodiversité totale estimée qui reste à découvrir. Donc non seulement il y a énormément de choses à découvrir, mais il y a aussi un changement de regard à faire sur ce qui nous entoure. Et on est entouré de mécanismes absolument formidables, de systèmes. Il ne s'agit pas de simplement imiter morphologiquement les choses. Mais il y a déjà des boîtes de robotique, ou d'autres boîtes, d'ailleurs c'est valable à d'autres processus, qui vont piocher dans la physique, qui vont justement des ingénieurs qui vont discuter aussi avec des biologistes, et qui vont piquer des idées à droite à gauche comme ça dans le vivant, et finalement on se rend compte que c'est parfois 10 fois plus utile au lieu de se prendre la tête à faire un corps humanoïde qui est hyper complexe. Voilà. Et non seulement pour l'esthétique aussi, c'est très important. Et là,
Le deuxième point, c'est apprendre à regarder la matière. Alors ça, c'est mon propre point de vue, parce que je suis directeur artistique junior, graphiste, j'ai fait pas mal de vidéos. Et donc là, je vous propose vraiment de voir comment, à travers plusieurs projets, on peut sublimer la matière, sublimer les objets, à travers la lumière, à travers des procédés techniques mais artistiques. Voilà. Donc vous avez plusieurs domaines. Vous avez l'objet, vous avez un truc un peu mode, vous avez BMW qui a fait un très bon concept car. C'est organique. Voilà. Donc ça montre bien que c'est possible de créer des objets à la fois beaux, intelligents et qui forment vraiment un tout. Oui, absolument. Voilà. Alors ça c'est toute cette partie-là. Bon, la première partie c'était vraiment les matières réelles, donc physiques. Et on se rend compte que la technologie, enfin les logiciels 3D ont fait énormément de progrès. Et là aussi, on peut créer des choses absolument incroyables. C'est-à-dire qu'on peut mettre en valeur des idées. On peut utiliser la technique pour illustrer, pour mettre en valeur des concepts, mais on peut aussi créer des concepts à partir d'une recherche technique, c'est-à-dire à partir de recherche directe sur les logiciels. On va pouvoir arriver avec les résultats que vous allez voir là maintenant, ça par exemple, qui est une technique processing. C'est du fractal un peu. C'est ça. Et c'est issu de recherche. Donc c'est une recherche à la fois technique, technologique et artistique. Et tout ça pour montrer que voilà, il y a quand même des choses sublimes à faire entre les deux, quoi. Là, ce sont des démarches un peu plus concrètes. Donc c'est des projets qu'on trouve vraiment très intéressants, alors qui utilisent plus ou moins directement la robotique, donc pour créer des images inédites, pour sublimer la matière aussi. Donc ça, c'est le robot en tant que médium, avec des studios de vidéos, de création qui travaillent là-dessus. C'est des espèces de laboratoires à la fois technologiques et artistiques, hein, vous voyez bien. Iris Van Herpen, qui elle est une styliste assez talentueuse, qui part de la 3D en fait, et qui va vraiment imprimer après ses vêtements. Et c'est un vrai travail sur la matière. Et le designer aussi, Hans Meyer, qui travaille à partir de logiciels pour créer ces objets plus ou moins architecturaux. Voilà. Donc il y a il y a quand même beaucoup plus d'exemples. Après on ne peut pas tout montrer et on va devoir conclure très rapidement. Mais en tout cas, voilà, c'est pour montrer un petit peu des pistes. Il y en a beaucoup plus et pareil, ça se raconte pas en 20 minutes. C'est un travail qui se fait donc en partie mieux concevoir. Là, on présentait Zahadid qui est une grande architecte qui s'est mis au design. Donc selon nous, voilà, mettre en valeur les produits, c'est un gage de qualité. Donc un produit mieux designé, il y a la partie design industriel, la partie design produit. Donc plus séduisant, c'est plus beau. Les gens sont plus attirés, plus efficaces et ça, dans son environnement, ça fonctionne beaucoup mieux. Ensuite, alors on est éduqué, sensibilisé à travers un nouveau regard. Donc le public peut mieux l'intégrer. Donc on parle d'intégration, on parle de robotique, on parle peut-être du futur. Ils ne sont pas encore là les robots, mais ils arrivent. Donc il faut réfléchir déjà, il faut se projeter, les intégrer dans notre environnement, les intégrer pour une meilleure interaction avec les humains, mais aussi pour les concepteurs, c'est toujours le lien. Il ne faut jamais oublier le public, il ne faut jamais oublier l'utilisateur final quand on a un concepteur. Donc pour ça, réfléchir aussi pour mieux travailler, mieux concevoir les produits.
Voilà, donc ce qui intègre. Donc c'est un peu notre sujet, c'est un peu... Ça c'est très intéressant et c'est tout ce qu'on vous a montré en fait. C'est l'utilité de... Bon, souvent dans une boîte, il y a un département, il y a plusieurs départements. Il y a le département marketing, département com et département technicien. Mais chacun est dans son coin et bon, il y a des allers-retours mais c'est pas toujours très bien. Nous, ce qu'on pense, c'est que, et on l'a démontré un peu avec tous les projets qu'on vous a montrés, c'est que il faut dès le départ qui se mixe, qui se mélange dès la conception première d'un produit pour que les produits soient beaux, intelligents, utiles et juste mieux conçus. Voilà, les techniciens doivent travailler avec les créatifs. Les créatifs, c'est, je reprends le milieu de l'industrie automobile qui est un succès extraordinaire. Vous prenez les Audi, BM, des gens qui ont un département design juste pour créer l'intérieur, un département design l'intérieur qui est le son d'une voiture, comment elle va fermer sa porte, aussi les designs extérieurs. D'un autre côté, vous avez les techniciens qui vont faire des machines extraordinaires, qui vont faire des voitures avec des comportements de route exemplaires. Mais à côté de ça aussi, il faut les intégrer, les sociologues, les philosophes, les écrivains, tous les gens qui vont être les intellectuels, les faire intervenir. On parle de politique, la robotique, c'est un milieu qui est très particulier. Il faut demain, on a parlé de travail, on a parlé de est-ce que les robots vont prendre nos emplois, est-ce qu'ils vont nous tuer, etc. Donc c'est des problèmes qui sont très importants. Et aussi, n'oublions pas les marketeurs, n'oublions pas les gens qui vendent les produits à la fin, parce qu'on parle de produits. Je pense que c'est le but final de la robotique, c'est pas que de faire des objets qui marchent, qui fonctionnent et qui nous font rire, c'est quand même apporter demain une vraie industrie, une nouvelle industrie, et avec tout son lot de métiers, d'emplois, etc. Voilà, pour conclure brièvement, donc innover, il ne faut pas hésiter à prendre position. Donc il faut se définir par rapport à un marché, c'est important, se définir par rapport à un public. Il faut donc créer le débat, c'est important. Aussi faire parler du produit, mais en bien, essayer d'en faire parler en bien, parce qu'en mal c'est toujours difficile à rattraper après derrière. S'éloigner des consensus, hein, il ne faut pas suivre aveuglément les modes, il faut créer les modes, il faut être précurseur. Créer une esthétique en tant que de produit, mais aussi une esthétique, il y a la partie, on reprend du produit, mais aussi la communication, c'est important, parce qu'on ne fait pas que faire justement un joli robot, il faut le montrer aux gens, il faut qu'un maximum de monde puisse le voir. Et enfin, susciter l'émotion, donc là c'est le travail vraiment des créatifs, des gens dans l'esthétique. Et c'est refaire rêver, réinjecter du rêve dans cette robotique qui n'est pas forcément... qui fait rêver, mais oui. qui a besoin de soutien, qui a besoin d'aide de gens qui soient vraiment hors circuit, qui soient hors du milieu. Voilà, bon, ça après c'est tout un débat encore une fois, c'est une autre dimension peut-être plus futile pour beaucoup de monde, mais qui a vraiment son importance et voilà, qui est une piste peut-être pour développer beaucoup plus ce secteur fascinant. Voilà. Merci.